Le PDG millionnaire a été forcé d'emmener l'agent d'entretien de l'entreprise à un dîner de luxe. Mais lorsqu'elle est arrivée, tous les invités l'ont applaudi en silence. Maxime Delacroix n'avait que 36 ans, mais déjà son nom circulait dans tous les cercles d'affaires les plus influents de France. Fils unique d'un avocat fiscaliste et d'une directrice d'école privée, il avait grandi à Neuilly-sur-Seine, entouré de silence, d'horaires rigides et d'exigences démesurées. Brillant diplômé d'HEC Paris, Maxime avait gravi les échelons sans jamais dévier d'1 centimètre de son objectif, devenir indispensable. À 30 ans, il fondait l'Atelier Nord, une start-up technologique spécialisée dans les solutions d'intelligence industrielle pour grandes entreprises. 5 ans plus tard, elle comptait plus de 200 employés et attirait l'attention de groupes internationaux. Le siège de l'Atelier Nord se trouvait dans un ancien bâtiment industriel rénové à la Confluence, à Lyon. Espaces ouverts, matériaux bruts, design épuré. Tout reflétait le goût de Maxime pour la fonctionnalité moderne. Les bureaux étaient organisés par pôles, chacun cloisonné par des parois de verre et animés par des jeunes talents du numérique. Pourtant, malgré cet esprit start-up affiché, une distance froide régnait. Maxime circulait parmi ses collaborateurs comme une ombre. Il ne perdait jamais son temps en bavardage, ne participait à aucune célébration d'anniversaire et ne déjeunait qu'avec des cadres supérieurs. Les employés le respectaient. Certains l'admiraient même, mais aucun ne pouvait prétendre vraiment le connaître. Il exigeait la perfection, chérissait les résultats, méprisait les excuses. Le matin, il arrivait à 7h45 et le soir, repartait rarement avant 20h. Il savait lire un tableau Excel comme d'autres lisaient un roman. Chaque ligne, chaque chiffre lui racontait une histoire de performance ou d'échec. Il savait déceler une faiblesse dans une stratégie en moins de 3 phrases. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il n'avait jamais appris, c'était à voir au-delà de l'utilité immédiate des gens. Il ne saluait pas les réceptionnistes. Il n'avait jamais demandé le prénom de l'agent de sécurité, et encore moins celui de la femme de ménage. Camille Moreau avait 34 ans. Elle travaillait depuis 4 ans dans l'entretien nocturne de l'Atelier Nord. Elle arrivait à 21h, quand le dernier étage commençait à s'éteindre, et partait à 2h du matin, après avoir récuré, balayé et désinfecté chaque recoin des 5 niveaux du bâtiment. Elle parlait peu. Elle croisait rarement plus de 2 ou 3 personnes par semaine. Elle connaissait cependant chaque couloir, chaque interrupteur défaillant, chaque odeur particulière laissée par une machine surchauffée ou une corbeille oubliée. Ses collègues de nuit la respectaient pour sa régularité. Elle ne manquait jamais un seul quart. Toujours ponctuelle, discrète, polie. Elle ne fumait pas, ne racontait pas sa vie. Une femme avait un jour tenté de lui poser des questions personnelles. Camille avait répondu calmement, mais sans s'ouvrir. On avait fini par comprendre qu'elle préférait le silence aux confidences forcées. Pourtant, elle n'était pas froide, juste absente, par choix. Derrière ce geste précis, et son regard toujours baissé, il y avait une force tranquille. Elle vivait dans un petit studio à Villeurbanne, dans un immeuble ancien sans ascenseur. Elle lisait des romans policiers sur papier jauni, achetés en lot dans les vides-greniers. Elle écoutait la radio le matin, entre 6h et 8h, avant de dormir. Elle cuisinait tout ce repas, souvent des plats simples, mais toujours équilibrés. Elle n'avait pas de réseaux sociaux, pas de photos visibles dans son téléphone. Le nom de Maxime Delacroix ne lui disait pas grand-chose. Elle savait qu'il dirigeait l'entreprise, bien sûr. Tout le monde le savait. Elle l'avait croisé 2 ou 3 fois dans l'ascenseur, sans qu'il ne la regarde une seule fois. Elle ne s'en était pas formalisée. Elle n'attendait rien de ce monde-là, si différent du sien. Pour elle, l'essentiel était de faire son travail avec rigueur, de rester invisible, de ne jamais déranger. Mais ce que ni Maxime ni Camille ne savaient encore, c'est qu'un simple événement, une soirée improbable, allait bouleverser, non seulement leurs trajectoires individuelles, mais aussi les fondements mêmes de l'Atelier Nord. Ce qui les séparait, les silences, les statuts, les préjugés, allait bientôt devenir le point de départ d'un changement inattendu. Dîner, un choix, et un passé que l'on croyait enterré. Le vendredi matin, alors que Maxime Delacroix lisait distraitement un rapport de synthèse sur les performances trimestrielles, son attention fut brusquement attirée par un message clignotant en haut à droite de son écran. Il provenait de Claire Jaffré, la directrice des ressources humaines.
Une femme de 52 ans réputée pour son professionnalisme inébranlable et sa diplomatie silencieuse. Le titre du courriel était concis, presque anodin. Proposition. Dîner d'équipe annuel. Maxime fronça les sourcils. Il n'aimait pas les événements sociaux. Il les jugeait inutiles, bruyants, improductifs. Mais il savait aussi que refuser de front ce genre d'initiative envoyait un mauvais signal, surtout auprès d'un personnel jeune et avide de reconnaissance humaine. Il ouvrit le message, parcourut les lignes rapidement, puis relut avec plus d'attention. Claire proposait, avec l'approbation du comité de direction, d'organiser un dîner annuel d'équipe réunissant non seulement les cadres, mais aussi les employés de tous les services, y compris les sous-traitants réguliers. L'objectif: créer un moment de cohésion, donner de la visibilité aux visages souvent invisibles du quotidien. Maxime grimaça. Il reconnaissait entre les lignes la patte de Julien Ravel, le responsable communication, qui militait depuis des mois, pour une approche plus humaine et transversale de la gestion. Il avait du soutien désormais dans le comité. Maxime le savait. Ignorer la proposition serait maladroit. Il écrivit simplement « Accord, date à confirmer, budget limité ». Le lundi suivant, l'annonce fut faite par voie d'affichage interne et de courriel général. Un dîner aurait lieu le jeudi soir suivant dans le grand hall du rez-de-chaussée, transformé pour l'occasion en espace convivial. Buffet traiteur, éclairage tamisé, musique d'ambiance, chaque service devait désigner un représentant pour organiser la logistique et veiller à la participation des équipes. La consigne était claire. La présence était facultative, mais fortement encouragée. Camille Moreau découvrit l'invitation en nettoyant la cafétéria du 2e étage. Un coin de la feuille plastifiée dépassait d'un tableau d'affichage, sous une photo collective prise lors d'un séminaire qu'elle n'avait évidemment pas connu. Elle lut en silence, lentement, comme pour être sûre de ne pas mal interpréter. Elle haussa les épaules. Elle n'aimait pas les rassemblements. Elle n'était pas à l'aise dans les groupes. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, ou le fait que son nom soit mentionné indirectement dans tous les collaborateurs, la poussa à considérer l'idée. Ce soir-là, chez elle, elle en parla brièvement avec elle-même, sans prononcer un mot, juste par une série de regards perdus. Finalement, elle décida qu'elle irait. Pas longtemps, juste pour voir. Le jour du dîner arriva. Maxime, fidèle à lui-même, passa la journée enfermé dans son bureau, sautant de réunion en réunion, évitant soigneusement les discussions enthousiastes qui circulaient autour des préparatifs. Il avait demandé à Claire de tout superviser. À 19h précises, il descendit au hall. L'espace était méconnaissable. Les néons habituels avaient été remplacés par des guirlandes chaudes. Des nappes blanches couvraient les longues tables. Des plateaux colorés débordaient de petits fours, de verrines, de bouchées salées. Des bouteilles de vin et de jus de fruits circulaient dans des glacières chromées. Maxime salua brièvement quelques cadres, échangea 2 phrases avec un client invité, puis se plaça près du mur, une coupe de champagne à la main, observant la scène, comme on observe un tableau, trop chargé. Les rires lui paraissaient forcés, les discussions creuses. Il se sentait déplacé comme un acteur contraint de jouer dans une pièce qui ne lui appartenait pas. C'est à ce moment qu'il la vit. Camille venait d'entrer, hésitante, vêtue d'un jean foncé et d'un chemisier gris-perle. Ses cheveux attachés en chignon bas, son regard fuyant, elle semblait chercher un endroit où ne pas déranger. Maxime la reconnut sans vraiment savoir d'où. Peut-être un visage croisé dans un couloir désert, une silhouette vue à travers une porte entr'ouverte. Il ne se souvenait pas de son nom. Elle ne portait pas de badge. Elle se tenait près du buffet sans prendre rien, les mains jointes devant elle. Quelque chose dans son immobilité, dans sa manière d'observer sans attendre, attira son attention. Il ne comprenait pas pourquoi. Ce n'était ni de l'intérêt, ni de la compassion. Plutôt une gêne légère, comme lorsqu'on découvre un détail qu'on n'avait jamais vu et qui semble avoir toujours été là. Camille sentit un regard insistant sur elle. Elle tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent. Ce ne fut pas un échange, juste un contact, sec, bref, comme une erreur. Maxime détourna les yeux presque aussitôt. Camille baissa les siens. Elle se dit qu'elle avait eu tort de venir. Trop de lumière, trop de bruit. Elle se retourna lentement, fit quelques pas vers la sortie, mais Julien Ravel, toujours prompt à détecter une défection, l'arrêta doucement.
il l'a reconnu, il avait insisté pour que le personnel de nuit reçoive aussi l'invitation. Il lui parla avec un sourire sincère, l'encouragea à rester quelques minutes encore, à goûter quelque chose. Elle accepta une petite verrine. Julien l'invita à rejoindre un petit groupe de collègues. Elle se sentit prise au piège, mais décida de ne pas fuir tout de suite. Maxime, de loin, observait. Il ne comprenait pas ce qui le dérangeait. Ce n'était pas de la jalousie, pas de la suspicion non plus. Simplement une sensation de déséquilibre, comme si quelque chose dans le décor avait changé d'angle sans qu'on le remarque. Il termina sa coupe de champagne, en prit une seconde et s'approcha du buffet. La soirée avançait. La musique se faisait plus douce. Les groupes se formaient, se déformaient, riaient, débattaient. Camille restait en retrait mais ne partait plus. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle observait. Maxime, désormais à quelques mètres, sentit à nouveau son regard. Il fit un pas de côté. Leurs yeux se croisèrent une seconde fois. Cette fois, il ne détourna pas tout de suite. Et ce fut là, dans ce croisement improbable entre deux mondes, que quelque chose de ténu, d'invisible, mais d'irréversible, commença à s'esquisser. Lorsque Maxime remonta à son bureau ce soir-là, une heure après avoir quitté le hall réaménagé, il ne parvint pas à se replonger immédiatement dans ses tableaux de prévision. L'interface familière de ses logiciels de gestion, habituellement apaisante, lui semblait cette fois fade, dénuée de sens. Il cliquait, déplaçait des colonnes, recalculait des marges sans vraiment regarder les résultats. Il s'agissait de gestes mécaniques, détachés de toute intention réelle. Ce n'était pas le champagne qui lui embrouillait l'esprit. Il n'en avait bu que 2 coupes, ni la musique douce qui résonnait encore faiblement dans ses oreilles. Non, c'était ce regard, celui de la femme qu'il n'avait jamais remarqué et qui soudainement existait. Il ne connaissait pas son nom ni son rôle exact. Il savait seulement qu'elle ne faisait pas partie de ses cadres ni de ses collaborateurs directs. Son visage, à la fois effacé et marqué, persistait dans sa mémoire comme une ombre trop nette. Il se souvenait de ses yeux de cette manière qu'elle avait de ne pas le fixer vraiment, mais de ne pas fuir non plus. Un équilibre étrange, comme une défiance polie. Ce n'était pas un regard de demande, pas de flatterie, pas de peur, non. Plus, juste une présence silencieuse, presque embarrassante dans sa pureté. Camille, de son côté, quitta les lieux discrètement peu avant 23 heures. Elle traversa le hall sans croiser personne, enfila sa veste, salua d'un signe de tête le vigile et descendit l'avenue à pas réguliers. Elle ne se retourna pas. Le trottoir était encore humide de la pluie tombée plus tôt. Les lampadaires diffusaient une lumière trouble sur les flaques, dessinant de halos tremblants à ses pieds. Dans le bus qui la ramenait à Villeurbanne, elle repensa à ce dîner étrange, à ces visages qu'elle ne connaissait pas et aux voix qu'elle n'avait jamais entendues. Elle n'en retint presque rien, sauf ce moment bref où leurs yeux s'étaient accrochés. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, peut-être rien. Elle n'était pas habituée à ce qu'on la remarque. Cela la déstabilisait sans qu'elle sache pourquoi. Le lendemain, Maxime tenta de chasser cette impression en se plongeant dans les rendez-vous. Il passa la matinée en visioconférence avec un partenaire allemand, puis enchaîna avec une réunion de crise concernant un bug dans le système de gestion d'un client majeur. L'urgence, l'adrénaline, les décisions à prendre auraient dû le ramener à lui-même. Et pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, c'était ce visage qu'il revoyait. Il tenta de rationaliser, cela venait sûrement d'un déséquilibre émotionnel passager, un effet secondaire du climat social qu'il n'appréciait guère. Peut-être un besoin inconscient de contact humain plus authentique. Il s'accusa de faiblesse, de divagation. Mais le malaise persistait. 3 jours plus tard, à 22h30, alors qu'il remontait dans son bureau après un appel tardif, Maxime croisa Camille dans le couloir du 4e étage. Elle nettoyait les vitres du bureau marketing, un seau à la main, les écouteurs vissés dans les oreilles. Il faillit passer sans un mot, comme d'habitude, mais quelque chose l'arrêta. Elle ne l'avait pas vu. Il éclaircit légèrement la gorge. Elle sursauta, ôta un écouteur, se redressa. « Bonsoir », dit-il, la voix légèrement plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Elle le regarda surprise, puis hocha lentement la tête. « Bonsoir ». Il resta quelques secondes sans rien dire, regardant le seau, les gants posés sur le rebord de la fenêtre. Puis, comme pris en faute, il s'inclina à peine. « Merci pour votre travail ». Camille cligna, des yeux déconcertés. Ce n'était pas une phrase qu'on lui avait déjà dite, surtout pas dans ce ton-là presque intime.
Elle ne répondit pas tout de suite. Il sentit le malaise grandir, chercha un appui, un prétexte pour partir. Elle finit par murmurer « Merci à vous ». Il recula d'un pas, la salua à nouveau d'un signe de tête rapide et s'éloigna sans se retourner. Son cœur battait plus vite que de raison. Ce n'était rien. Juste un bonsoir. Un merci. Mais dans cet échange minuscule, il avait senti une faille s'ouvrir, quelque chose qui glissait doucement hors de son contrôle. Camille, elle, resta debout, le chiffon toujours à la main. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas la politesse qui l'étonnait, mais la sincérité. Elle l'avait senti, même dans le peu de mots s'échangés. Il ne jouait pas un rôle. Il avait vu quelque chose et cela l'avait ébranlé. Mais pourquoi? Elle n'était personne, une employée de l'ombre. Une silhouette interchangeable dans le paysage de son entreprise. Et pourtant, il avait pris le temps. C'était cela qui lui tournait dans la tête alors qu'elle reprenait son travail, plus lentement, plus troublée. Dans les jours qui suivirent, les choses reprirent leur cours. Maxime évita soigneusement les couloirs tardifs. Camille, elle, surveilla sans le vouloir les bruits de pas, les ascenseurs, le séclat de voix. Rien ne se passa. Mais le souvenir demeurait vif, embarrassant, presque intrusif. Un soir, elle le vit traverser le hall en partant, son manteau jeté sur l'épaule, son téléphone à la main. Il ne la vit pas, ou fit semblant. Elle ne savait pas. Elle le regarda, s'éloigner, silhouette rigide, pressée, impeccablement coiffée. Et elle se demanda ce qui, dans cet homme, avait pu vaciller l'espace d'un instant. Maxime, de son côté, s'enfonçait dans un questionnement qu'il refusait de nommer. Il n'en parla à personne, pas même à Claire, à qui il confiait. Pourtant, ses doutes stratégiques. Il n'aurait su comment formuler cette agitation sourde, cette idée absurde qu'un regard échangé avec une employée de nettoyage puisse troubler son équilibre si solidement construit. Il décida que cela passerait, que ce n'était qu'un accident sensoriel, un résidu de fatigue. Il s'en convainquit rationnellement. Mais il ne pouvait empêcher une attente diffuse, chaque soir, à l'heure où les couloirs se vidaient, que la nuit tombait doucement sur les vitres et que les bruits devenaient rares. Il ne la recroisa pas tout de suite. Et pourtant, elle était là. Il le savait, quelque part dans l'essaitage, présente, silencieuse, comme une vérité qu'on n'ose pas affronter. Pendant les jours qui suivirent, le bâtiment de l'atelier Nord reprit son rythme habituel, celui d'une entreprise technologique toujours en tension, où les urgences, les innovations et les ajustements de dernière minute constituaient le quotidien. Mais derrière cette mécanique bien huilée, quelque chose d'invisible commença à se modifier, presque imperceptiblement. Chaque nuit, alors que les étages se vidaient progressivement de leurs occupants diurnes, une autre présence s'éveillait, plus calme, plus discrète, mais désormais chargée d'une tension souterraine que personne ne soupçonnait. Camille arrivait toujours à la même heure, un peu avant 21h, badgée sans bruit, traversait le hall désert et commençait sa tournée avec la même régularité. Elle descendait d'abord au sous-sol pour récupérer son chariot de nettoyage, vérifiait les produits, les gants, le stock de sacs poubelles. Puis elle montait au 5e étage et redescendait lentement, étage par étage, selon une organisation méthodique qu'elle s'était imposée dès sa première semaine. Mais ce qui changea après ce fameux dîner, ce fut son attention. Elle devenait plus vive, plus sensible aux moindres variations de son environnement. Elle écoutait les bruits de pas dans l'escalier de secours, notait la lumière restée allumée, dans un bureau, percevait les changements dans l'odeur de l'air, comme si chaque détail pouvait annoncer une rencontre. Elle ne cherchait pas Maxime, elle ne le voulait pas, mais son corps, lui, semblait toujours prêt à le croiser. À chaque coin de couloir, son cœur s'accélérait légèrement, sans raison apparente. À chaque bruit de porte, elle suspendait son geste, tendait l'oreille. Cela ne durait qu'une seconde. Puis elle reprenait, comme si de rien n'était. Mais le trouble, lui, ne partait plus. Maxime, de son côté, restait tard au bureau presque chaque soir. Ce n'était pas inhabituel. Ce qu'il était, c'était sa façon de rester. Avant, il enchaînait les tâches, les analyses, les projections. Maintenant, il traînait. Il lisait des mails qu'il n'envoyait pas. Il relisait des notes déjà classées. Il regardait la ville depuis la baie vitrée de son bureau sans vraiment voir. Il prétendait travailler, mais il attendait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il ne l'admettait pas. Il s'interdisait d'y penser clairement.
mais il ne partait plus avant 23 heures, espérant un hasard, une apparition. Et ce hasard, inévitablement, se produisit à nouveau. Un mercredi soir, alors qu'il descendait au 3e étage pour imprimer un document sur une machine temporairement installée là, il la surprit dans la salle de pause. Elle était de dos, agenouillée devant le réfrigérateur qu'elle nettoyait soigneusement. Ses gestes étaient précis, lents, sans aucune précipitation. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Il resta un instant immobile, observant la scène. Ce n'était pas de la curiosité malsaine, plutôt une forme d'hypnose discrète. Il n'avait jamais vu quelqu'un mettre autant de soin dans une tâche aussi simple. Il y avait quelque chose de presque cérémoniel dans ses mouvements, comme si chaque geste comptait. Puis elle se retourna lentement, le regard surpris mais calme. Elle se redressa, essuya ses mains sur un torchon. Il ne bougea pas tout de suite. Il ne savait pas quoi dire. Elle non plus. Le silence s'étira, ni lourd, ni gênant, juste inhabituel. Finalement, il fit un pas en avant. « Vous êtes toujours aussi minutieuse ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Elle haussa légèrement les épaules, sans ironie. « C'est comme ça que j'ai appris à faire les choses. » Il sourit, presque malgré lui. Ce n'était pas une réponse attendue. Il s'approcha du distributeur. À 2 cafés, appuya sur le bouton sans réfléchir, juste pour rester. « Vous aimez votre travail ?» Elle sembla hésiter. C'était une question trop directe, trop personnelle, mais elle répondit, les yeux fixés sur le sol. « J'aime le silence qu'il m'offre. » Il la regarda un moment, frappé par la simplicité de cette phrase. Il comprenait. Lui aussi cherchait le silence, même s'il ne l'avait jamais formulé ainsi. Il prit son café, n'y goûta pas, puis la remercia sans raison précise. « Bonne soirée » murmura-t-il. « À vous aussi. » Il partit. Pas vite, pas lentement non plus. Juste avec cette impression étrange d'avoir franchi une frontière invisible. Un territoire nouveau, fait de non-dits et de présences feutrées. Dans les nuits suivantes, ces rencontres se répétèrent. Jamais planifiées, jamais longues. Un mot ici, un regard là, une phrase échangée entre 2 tâches. Rien d'ambigu, rien de concret. Et pourtant, chaque interaction portait une tension de plus en plus palpable, comme une ligne électrique prête à se rompre. Camille continuait à faire son travail avec la même rigueur, mais désormais elle le faisait sous le regard potentiel de quelqu'un qui voyait. Non pas qui regardait, qui voyait. Cela changeait tout. Maxime, lui, oscillait entre rationalité et dérive. Il savait que cela ne menait nulle part, qu'il ne devait pas s'autoriser ce genre de trouble. Mais il n'arrivait pas à s'en détacher. Ce n'était pas un caprice, pas une fantaisie. Il ne comprenait même pas pourquoi cette femme l'obsédait. Elle ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. Elle n'avait ni statut, ni influence, ni ambition apparente. Elle ne cherchait rien. C'était peut-être justement cela qui l'attirait. Cette absence totale d'attente. Ce vide si rare dans un monde où chacun veut toujours obtenir quelque chose. Un vendredi soir, alors qu'il sortait du bâtiment et que la pluie commençait à tomber, il la vit de l'autre côté de la rue, en train d'ouvrir son parapluie. Il hésita, fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent encore une fois. Cette fois, elle sourit légèrement. Pas un sourire séducteur, un sourire humain, sincère, presque tendre dans sa discrétion. Il hocha la tête sans mot. Et dans cet échange muet, quelque chose d'irréversible s'installa. Ce n'était plus un simple trouble. C'était une présence, une attente, un fil tendu entre 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. La routine rigide de Maxime Delacroix, jusqu'alors inébranlable, commença à montrer des signes subtils d'altération. Lui qui régissait ses journées avec la précision d'un métronome, qui ne laissait jamais une ligne de son agenda sans utilité, se surprenait à prolonger inutilement certaines réunions, à flâner dans les couloirs sans but réel ou à passer d'un étage à l'autre sous prétexte de contrôle spontané. Ces détours n'étaient jamais assumés, ni même planifiés consciemment. Mais ils avaient une seule motivation, apercevoir Camille, même fugitivement. Ils ne la cherchaient pas activement. Ce serait trop direct, trop évident. Mais son corps, son esprit, son regard semblait guidé par une attente sourde. Chaque fois qu'il croisait une silhouette féminine au loin, il retenait son souffle une fraction de seconde. Chaque fois qu'il entendait le bruit d'un chariot ou le froissement d'un sac poubelle, une tension l'habitait. Quand il ne la voyait pas,
Il ressentait une absence plus grande que de raison. Quand il la voyait, même quelques secondes, cela suffisait à troubler le reste de sa nuit. Il tenta de rationaliser. Il se convainquit que c'était une simple curiosité, le fruit d'un isolement trop long. Il s'accusa de projection, d'égarement psychologique. Mais rien n'y faisait. Elle était devenue une figure centrale de son espace mental. Elle l'occupait comme une chanson obsédante qu'on n'a jamais vraiment écoutée mais qui s'incruste en soi. Et plus il l'observait, plus cette obsession devenait complexe. Il ne désirait pas Camille de manière évidente. Ce n'était pas une attirance physique, en première instance. C'était quelque chose de plus profond, de plus déroutant. Il voulait comprendre ce qui l'habitait, ce qui faisait qu'elle existait si pleinement, dans un silence total. De son côté, Camille pressentait ce regard qui, même absent, semblait toujours proche. Elle sentait sa présence dans les étages, dans les vibrations du sol, dans les ascenseurs qu'ils arrêtaient sans raison. Elle n'en avait pas peur, mais elle restait sur ses gardes. Elle connaissait les jeux de pouvoir, les glissements d'attention. Elle n'était pas naïve, et surtout, elle avait appris à se méfier de ceux qui, comme Maxime, ne regardaient jamais vraiment le sautre avant de les voir pour de vrai. Il avait été invisible à ses yeux pendant des années. Et soudain, il l'observait comme si elle recelait un secret. Ce qu'il ignorait, c'est que Camille n'était pas seulement femme de ménage. Elle n'avait pas toujours porté des gants en latex ni rempli des seaux d'eau. Avant l'atelier Nord, avant Villeurbanne, avant cette vie de discrétion soigneusement cultivée, elle avait été une autre. À 24 ans, elle travaillait comme assistante dans une agence d'architecture renommée de Toulouse. Brillante, précise, créative, elle avait un avenir tracé. Mais une erreur d'amour avait tout changé. Elle était tombée amoureuse d'un homme plus âgé, marié, séduisant, toxique. Il l'avait emportée dans un tourbillon de mensonges et de promesses. Quand elle avait compris qu'elle était enceinte et qu'il ne voulait ni l'enfant ni elle, il était trop tard. Elle avait quitté son poste, quitté la ville, tenté de reconstruire ailleurs, seule. L'enfant, un garçon nommé Elliot, n'avait vécu que 2 ans. Une maladie rare, un diagnostic tardif, une perte insupportable. Camille avait tout abandonné après cela. Ses diplômes, ses ambitions, son nom même. Elle s'était réfugiée dans la nuit, dans le travail simple, répétitif, dans l'anonymat volontaire. Elle n'avait jamais cherché à remonter. Elle voulait l'oubli, le silence, la paix. L'atelier Nord lui avait offert cela. Un endroit où personne ne posait de questions, où elle pouvait exister sans s'expliquer. Mais voilà que cette paix était menacée. Pas par un danger, par une attention, par une lumière qui se posait sur elle sans son consentement. Elle ne savait pas quoi en faire. Elle n'avait pas les codes ni les armes. Elle ne voulait pas être vue de cette manière. Seul éveillait des souvenirs, des douleurs, des vulnérabilités qu'elle avait passé des années à enfouir. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau de direction, elle trouva une feuille pliée en 2 sur le rebord d'un meuble. Elle hésita à la lire. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais un détail attira son regard, son prénom. Camille. Elle ouvrit doucement. Ce n'était pas une lettre, juste quelques lignes, écrites à la main, sur un papier neutre. Je ne sais pas pourquoi je vous remarque. Je ne devrais pas, mais vous êtes là, et je vous vois. Aucune signature, aucun indice. Mais elle savait. Elle sentit ses mains trembler légèrement. Elle relut les mots, 3 fois. Puis elle remit le papier à sa place, referma doucement, termina. Son travail, comme d'habitude, est parti. Elle ne parla de cela à personne. Elle n'avait personne à qui en parler. Mais ce message bouleversa l'équilibre fragile qu'elle s'était construit. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une menace. Mais c'était un franchissement, une intrusion douce, une vérité posée sur la table. Le lendemain, Maxime attendit, toute la nuit. Il espérait une réaction, un signe, mais il ne la vit pas. Elle avait changé son parcours, modifié son ordre de passage. Elle l'évitait discrètement, mais clairement. Cela le frustra, le blessa même, sans qu'il ne l'admette. Mais il comprit une chose. Elle savait. Et à partir de ce moment, la tension entre eux prit une autre nature. Ce n'était plus un trouble innocent. C'était une ligne de feu fragile, prête à rompre ou à embraser tout ce qu'elle touchait. Une semaine passa sans qu'aucun mot ne soit échangé. Maxime tentait de se concentrer sur les affaires courantes de l'entreprise,
mais il ne parvenait plus à retrouver la limpidité de ses pensées. Les réunions lui paraissaient longues, les chiffres fades, les décisions mécaniques. Même les annonces de croissance et les projets d'expansion ne suscitaient plus en lui l'enthousiasme habituel. Il regardait ses collègues parler sans les entendre, approuvait des propositions sans vraiment les comprendre, et fuyait plus que jamais les pauses café et les interactions sociales. Chaque fin de journée, il se demandait si Camille viendrait. Et chaque nuit, il attendait, sans s'avouer à lui-même, ce qu'il attendait vraiment. Camille, elle, avait repris sa routine, mais plus rien n'était pareil. Chaque geste semblait lesté d'un poids nouveau. Chaque couloir traversé devenait un territoire d'incertitude. Elle nettoyait les mêmes bureaux, rangeait les mêmes documents laissés sur les tables, vidait le même corbeil, mais avec une conscience aiguë de son environnement. Elle avait modifié ses horaires, avancé certains étages, retardé d'autres, tout pour éviter de croiser Maxime. Pourtant, elle sentait qu'il n'était jamais loin, et au fond, elle n'était pas certaine de vouloir l'éviter vraiment. Ce jeudi-là, alors qu'elle descendait du 4e étage vers le 3e, elle le vit assise dans la salle de repos, seul, une tasse à la main. Il ne parlait pas, ne regardait rien de particulier. Il était simplement là, dans l'espace, comme s'il l'attendait. Elle hésita. Son corps se raidit, mais ses jambes ne ralentirent pas. Elle entra dans la salle, comme si elle n'avait rien remarqué. Elle posa son chariot, sortit son chiffon et se dirigea vers l'évier. Il leva les yeux. Ne dit rien d'abord. Puis, dans un murmure presque timide, il lâcha « J'ai cru que vous aviez changé d'étage ». Elle répondit sans se retourner, concentrée sur le robinet qu'elle nettoyait. « J'ai changé d'ordre. Pas d'étage. » Le silence retomba. Il ne savait pas comment poursuivre. Il voulait lui parler, mais ne savait pas par où commencer. Tout ce qu'il aurait pu dire lui paraissait inadapté, maladroit, déplacé. Elle le libéra en prenant la parole la première, toujours sans croiser son regard. « Pourquoi vous m'avez laissé ce mot ?» Il resta figé. Il n'avait pas prévu cette confrontation directe. Il n'avait pas prévu de réponse. « Parce que c'était la seule chose que je pouvais faire », répondit-il après quelques secondes. Elle se retourna alors lentement. Ses yeux étaient calmes mais fermes. « Vous croyez que ça suffit? De dire qu'on voit quelqu'un comme ça en passant ?» Il soutint son regard. Il y avait dans ses yeux à elle une vérité nue, une lucidité qui le déstabilisait. « Non, ça ne suffit pas. Mais je ne sais pas ce que je suis censé faire d'autre. » Elle le fixa encore un instant, puis s'assit sur le rebord du plan de travail, posant le chiffon sur ses genoux. Il y avait dans son attitude une lassitude contenue, mais aussi une ouverture inattendue. « Ce que vous avez écrit, ça m'a troublé. Pas parce que c'était vous, mais parce que Jen ne sait pas ce que ça veut dire. » Il hocha lentement là. « Moi non plus. » Et cette phrase simple, honnête, fit tomber une barrière. Camille le regarda différemment. Pas comme un patron, pas comme un homme, mais comme un être humain enfin conscient de ses limites. Il ne jouait pas un rôle. Il ne cherchait pas à séduire, à manipuler, à obtenir quoi que ce soit. Il était classe face à elle avec ses contradictions. « Vous êtes toujours comme ça ?» demanda-t-elle. Il fronça les sourcils, intrigué. « Comment ça, comme ça ?» À ne pas savoir ce que vous ressentez, à rester entre deux états. Il sourit, un peu amer. « J'ai appris à ne pas sentir, à penser, à prévoir, à analyser, mais pas à ressentir. Ça, c'est nouveau. » Elle détourna les yeux. Il y eut une longue pause, puis elle murmura « Moi, j'ai appris à tout arrêter, à ne plus vouloir ressentir, parce que quand on sent trop, on s'écrase. » Le silence qui suivit ne fut pas pesant. Il était dense, mais calme, une reconnaissance mutuelle de blessures, non dite. Il brisa ce moment avec une douceur rare. « Est-ce que je peux vous poser une question ?» Elle acquiesça d'un geste à peine perceptible. « Qui étiez-vous avant d'être ici ?» Elle sourit, mais ce sourire n'avait rien de joyeux. Une autre, quelqu'un de plus visible, de plus confiante, de plus naïve aussi. Mais elle est morte. Il voulut répondre quelque chose, dire qu'on ne meurt jamais tout à fait, qu'on renaît toujours un peu. Mais il sut que ces phrases, à ce moment précis, sonneraient faux. Alors, il se tut. Et ce silence fut sa réponse. Ils restèrent ainsi quelques minutes encore. Puis Camille se leva, reprit son chiffon, rangea ses affaires. « Je dois finir mon étage, dit-elle doucement. Il se leva aussi sans hâte.
« Est-ce que je peux rester encore un peu ?» Je ne dirai rien. Elle le regarda, pesa les mots, puis hocha la tête. « Si vous ne touchez à rien, il sourit. Elle aussi, mais à peine. » Ce soir-là, rien ne se passa d'extraordinaire. Pas de gestes déplacés, pas de proximité physique. Juste une présence partagée, une conversation honnête, une brèche ouverte dans deux vies jusque-là parallèles. Et c'est ainsi, dans la banalité d'un bureau désert et la lumière artificielle d'un néon, que quelque chose de plus profond commença à s'ancrer, non plus une obsession, non plus une peur, mais la possibilité ténue d'un lien, d'un dialogue, d'un espace commun. Fragile, certes, mais réel. Depuis la conversation avec Camille, Maxime ne parvenait plus à traverser les couloirs de l'atelier Nord avec la même distance. Quelque chose dans sa perception avait changé. Il regardait les gens différemment, non pas avec plus de proximité affective, mais avec une attention qu'il n'avait jamais réellement accordée auparavant. Les visages qui jusqu'alors se fondaient dans la masse prenaient désormais une singularité discrète. Il observait les stagiaires du service logistique ramasser les papiers tombés d'un bureau sans qu'on le lui demande. Il remarquait la fatigue dissimulée dans le regard de Sylvie, la comptable, qui restait chaque soir jusqu'à 19h sans jamais se plaindre. Il entendait la voix cassée de Mathieu, le veilleur de nuit, lorsqu'il lui répondait « Bonsoir », avec un sourire sincère mais las. Tout cela ne l'aurait peut-être pas touché quelques mois plus tôt. Mais Camille avait brisé cette cloison invisible entre lui et la texture humaine de son entreprise. Elle n'avait rien exigé. Elle n'avait rien dénoncé. Et pourtant, par sa seule présence, par sa manière d'exister dans les marges, elle l'avait contraint à revoir son propre mode de présence. Il se demandait combien de personnes il avait croisées sans les voir. Combien d'histoires il avait ignorées, croyant que seule la performance, les chiffres, les résultats suffisaient à définir un parcours. Le matin, il arrivait désormais avec quelques minutes de retard sur son horaire habituel. Ils arrêtaient parfois à la machine à café commune, écoutaient une conversation qu'il aurait autrefois évitée. Il posait des questions anodines, sur la météo, sur la circulation, sur les vacances, rien d'exceptionnel. Mais pour ses employés, c'était déjà une révolution silencieuse. On commençait à chuchoter que Maxime avait changé, qu'il était plus attentif, plus humain. Certains y voyaient une stratégie de management, d'autres, une lassitude. Mais personne ne devinait ce qui se jouait en profondeur. Claire Jaffré, la directrice des ressources humaines, fut la première à remarquer l'altération profonde dans son comportement. Elle avait toujours été fine observatrice et elle connaissait Maxime depuis les débuts. Elle demanda un rendez-vous, prétextant une évaluation annuelle. Lorsqu'il entra dans son bureau, elle lui offrit un café, puis le regarda en silence, quelques secondes avant de parler. « Je vous trouve changé, Maxime. » Il esquissa un sourire, haussa les épaules. « Ça arrive. » Elle le fixa. « Oui, mais ce n'est pas anodin. Vous avez arrêté de fuir les interactions. Vous écoutez, vous ralentissez, vous regardez les gens. » Il détourna légèrement le regard, mal à l'aise sous cette lucidité. Est-ce un reproche? Pas du tout. C'est une constatation. Mais je m'interroge sur la cause. Il ne répondit pas immédiatement. Il savait que Claire ne le jugeait pas, mais il n'était pas encore prêt à tout dévoiler. Disons que j'ai commencé à voir des choses que j'ignorais voir. Et qu'est-ce que vous voyez? Il prit une gorgée de café avant de répondre. De la fatigue, de la solitude, du courage discret, des gens qui tiennent cette boîte sans jamais lever la main, et qu'on ne remercie jamais. Claire ne dit rien, mais elle sourit intérieurement. Il avait enfin compris, ou du moins il commençait à comprendre. Elle savait que cette entreprise, malgré sa modernité, était encore figée dans des logiques anciennes. Le travail invisible y restait marginalisé. Et voilà que Maxime, l'homme des bilans, des stratégies froides et de la maîtrise, ouvrait une brèche. Camille, de son côté, n'avait rien changé dans ses habitudes. Elle continuait son travail avec la même rigueur, mais une part d'elle se surprenait à attendre certaines soirées. Elle n'anticipait rien, ne souhaitait rien, mais elle accueillait avec un calme étrange les soirs où Maxime apparaissait. Il parlait parfois, peu, toujours brièvement, des phrases courtes, presque fonctionnelles, mais traversées d'une sincérité rare. Il ne parlait jamais du travail, jamais de leur vie privée. Mais chaque échange révélait une couche,
Nouvelle de leur intériorité. Un soir, ils parlèrent du silence. « Vous aimez le silence ?» demanda-t-elle. « Je le redoute et je le cherche, répondit-il. Moi, je l'habite. » Cette phrase l'avait marqué. Il y repensait souvent. Habiter le silence. Il n'avait jamais entendu cette expression. Elle contenait tout ce qu'il ne savait pas faire. Petit à petit, sans qu'ils ne s'en rendent compte, leurs présences respectives devinrent une forme d'ancrage. Maxime se sentit moins seul. Camille se sentit moins invisible. Et cette forme de lien, non définie, non exprimée, influença plus qu'eux. Elle se propagea. Les cadres de l'atelier Nord, influencés par les changements subtils de leur directeur, commencèrent eux aussi à prêter attention aux plus discrets. Des horaires aménagés furent accordés à certains employés en difficulté. Des remerciements furent formulés. Des pauses furent allongées. Les réunions perdirent un peu de leur froideur mécanique. On installa une boîte à idées dans le hall et des remarques pertinentes y apparurent. Le service RH relance son projet de mentorat longtemps oublié. Ce n'était pas une révolution, pas encore, mais un frémissement. Une manière de réhumaniser une structure qui, jusque-là, n'avait vécu que pour ses objectifs. Et tout cela, Maxime le savait, venait d'un regard, d'un mot, d'une femme qui ne demandait rien mais qui, par son simple fait d'exister, avec intégrité, avait déplacé un système entier. Il ne le lui dit pas, il ne savait pas encore comment. Mais il portait désormais en lui une dette silencieuse, une gratitude plus vaste que ce qu'il aurait jamais imaginé ressentir. Et cette gratitude, tôt ou tard, allait devoir trouver un chemin. Le jeudi soir, le hall de l'atelier Nord était inhabituellement animé. Un cocktail improvisé avait été organisé par le département marketing pour célébrer la signature d'un contrat important avec une société basée à Montréal. Les verres circulaient, les éclats de rire fusaient, et la musique discrète, mais présente, adoucissait la tension accumulée des semaines précédentes. Maxime, comme à son habitude, y fit une apparition brève, échangea quelques mots avec les partenaires présents, serra des mains, félicita sans excès, puis s'éclipsa. Il ne descendit pas directement dans son bureau. Il s'attarda au 3e étage, là où il savait que Camille passerait tôt ou tard. Il ne cherchait pas un échange. Il voulait juste la voir, vérifier qu'elle était là, que cette présence continuait d'exister. Mais ce soir-là, ce ne fut pas elle qu'il rencontra en premier. C'est Olivier Martin, le directeur des opérations, qui apparut dans le couloir visiblement éméché, la chemise froissée, la voix un peu trop haute. « Maxime, voilà l'homme du moment. Tu fais la tournée des étages pour éviter la fête ?» Maxime esquissa un sourire crispé. « Juste besoin de calme, Olivier. Tu devrais rester plus souvent, mon vieux. Ces jeunes nous prennent pour des statues. Il faut leur montrer qu'on est encore vivant. » Maxime, qui connaissait le style familier et souvent trop direct de son directeur, préféra ne pas se répondre. Il allait contourner Olivier quand ce dernier s'arrêta net, le regard attiré vers l'autre extrémité du couloir. Camille venait d'apparaître poussant son chariot, concentrée sur sa tâche. Elle ne les avait pas encore vus. Olivier, lui, la regarda avec une expression ambiguë. Il siffla doucement. « Ah !» Et voilà l'un des visages de l'ombre. J'ai vu cette fille quelquefois. Toujours silencieuse, toujours absorbée. On dirait une apparition. Tu la connais, toi ? Demanda-t-il en se tournant vers Maxime. Celui-ci sentit une raideur dans sa nuque. Il n'aimait pas le ton employé, ni la façon dont Olivier la fixait. Il répondit calmement. Elle s'appelle Camille. Et oui, je la connais un peu. Olivier ricana. Eh bien, joli prénom pour une présence aussi discrète. Tu t'intéresses aux invisibles maintenant ? T'as changé, Maxime. Le ton moqueur, qui insinuant, fit monter une colère froide en lui. Il ne répondit pas tout de suite, mais son regard se durcit. Olivier continua, inconscient de la tension croissante. Je suis sûr qu'elle cache quelque chose. Les gens trop silencieux, c'est jamais bon signe. Peut-être une ex-taularde ou une fugitive. Qui sait ? Maxime fit un pas vers lui, s'interposant involontairement entre Olivier et Camille, qui s'était arrêté à une distance prudente, ayant entendu la dernière phrase « Tais-toi, Olivier ». Le ton, glacial, surprit même Maxime. Il n'avait pas élevé la voix, mais chaque mot portait une charge inédite. « Quoi ? Tu vas me faire la morale maintenant ? Non ?
Je vais te dire ce que personne n'a jamais eu le courage de te dire ici. Tu parles estrope, tu observes mal, et tu ne respectes personne. Cette femme travaille ici avec une dignité que tu ne connaîtras jamais, alors garde tes insinuations pour toi. » Olivier, pris de court, resta bouche bée un instant. Puis il haussa les épaules, tenta de rire nerveusement. « D'accord, je disais ça pour rire. Pas la peine de te transformer en justicier. » Maxime ne répondit pas. Il se contenta de croiser les bras, le regard fixé sur lui jusqu'à ce qu'Olivier, mal à l'aise, recule lentement et disparaisse dans l'ascenseur. Camille n'avait pas bougé. Elle n'avait rien dit. Mais elle avait tout entendu. Elle savait que Maxime n'avait pas agi par impulsion. Ce n'était pas dans son tempérament. Il avait pris sa défense, publiquement, fermement. Et cela changeait quelque chose. Il se retourna vers elle, gêné. « Je suis désolé. » Elle secoua lentement la tête. « Ce n'est pas à vous de vous excuser. » Il voulut s'approcher, dire autre chose, mais elle le devança. « Merci. » Elle reprit son chariot et s'éloigna, mais son pas était plus léger, moins méfiant. Dans l'hésilance qui suivit, Maxime sentit que leur lien venait de franchir un nouveau seuil. Ce n'était plus seulement une tension ou une fascination. C'était un engagement tacite. Il l'avait vu, il avait nommé, et surtout, il avait posé une limite. Le lendemain matin, Olivier Martin déposa un rapport d'activité sans la moindre note de commentaire. Son attitude changea. Plus distant, plus prudent. Il avait compris que Maxime n'était plus le même, et que certaines choses désormais ne passeraient plus. Claire Jaffré, informée à demi-mot de l'incident, ne posa pas de questions directes, mais elle observa le comportement de Maxime avec une attention accrue. Elle comprenait que quelque chose de plus grand se jouait, une dynamique nouvelle, fragile mais puissante, et que cela n'avait rien à voir avec la gestion classique d'une entreprise. Camille, elle, continua ses tournées, mais elle savait à présent qu'un mur avait cédé, qu'elle n'était plus seule dans l'ombre, et que quelqu'un là-haut, derrière les vitres opaques de la direction, veillait. Pas comme un sauveur, pas comme un homme, mais comme un être humain enfin éveillé. Ce fut un mardi soir calme, l'un de ces soirs d'hiver où les vitres des bureaux reflètent plus de nuit que de lumière. Le vent soufflait doucement contre les façades vitrées de l'atelier nord, et l'ensemble du bâtiment baignait dans une tranquillité étrange, presque suspendue. Maxime n'avait pas prévu de rester tard. Il avait même envisagé pour la première fois depuis longtemps de quitter son bureau à une heure décente, de rentrer chez lui, d'ouvrir un livre, d'éteindre son téléphone. Mais une tension vague, sans objet précis, l'empêchait de franchir la porte de sortie. Il se sentait nerveux, comme si quelque chose devait arriver, et il ne voulait pas partir avant que cela n'arrive. Camille, de son côté, avait terminé les étages supérieurs plus rapidement que d'habitude. Elle se sentait agitée, elle aussi, sans cause claire. Sa respiration était plus courte, ses gestes plus secs. Lorsqu'elle arriva au 3e étage, elle vit que la salle de pause était occupée. Maxime était assis là, dans le coin, une tasse vide entre les mains, le regard perdu vers la fenêtre. Elle entra sans bruit, commença à nettoyer les surfaces avec calme. Mais elle sentait le poids de son regard. Au bout de quelques minutes, il parla. « Je ne sais rien de vous, et pourtant, vous êtes devenu l'élément le plus clair de mes journées. » Elle s'arrêta. Elle ne savait pas si elle devait répondre. Il continua. « J'ai construit toute ma vie sur le contrôle, sur l'anticipation. Et vous, vous êtes l'inattendu, l'incompréhensible. Et je ne sais pas quoi faire de ça. » Elle le fixa, le regard droit. Puis, pour la première fois, elle s'assit sans qu'il le lui propose face à lui. Il n'y avait plus de protocole, plus de hiérarchie, juste deux êtres humains en face à face. « Si je vous parle, vous allez me regarder autrement. Et je ne sais pas si je suis prête à être vue comme ça. Je ne vous demanderai rien que vous ne soyez prête à dire. » Elle ferma les yeux une seconde, puis elle se lança d'une voix calme, détachée, presque factuelle. « J'ai eu un enfant. Il s'appelait Elliot. Il est mort à 2 ans, d'une maladie génétique qu'on n'a pas détectée à temps. J'avais 26 ans. J'étais seule. Le père m'avait laissé dès que je lui ai annoncé que j'étais enceinte. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté la ville. J'ai fui tout ce qui me rappelait ce que j'avais perdu. » Il ne dit rien. Il ne bougea pas. Il savait qu'interrompre même par un mot serait un sacrilège. J'ai travaillé un peu partout, dans des hôtels, des maisons de retraite, des hôpitaux.
J'ai vu beaucoup de fins de vie, beaucoup de solitude. Et puis je suis arrivé ici, l'atelier Nord. Je pensais que ce serait temporaire. Mais le silence m'a retenu. Personne ne me posait de questions. Personne ne cherchait à savoir pourquoi une femme comme moi travaillait ici la nuit. Elle ouvrit les yeux. Elle le regarda. Il ne fuyait pas son regard. Il ne montrait ni pitié ni incompréhension, juste une forme d'écoute rare, profonde, presque douloureuse. Je n'ai plus rien, pas de famille, pas d'amis proches. Je vis seul, et je ne cherche plus à m'attacher à rien. Ce que j'ai perdu, je ne le récupérerai pas. Je vis, et ça suffit. Il murmura, presque sans voix, et pourtant, vous êtes plus vivante que la majorité des gens que je croise tous les jours. Elle eut un rictus. Non, je suis debout. C'est tout. C'est différent. Il voulut dire quelque chose, exprimer sa colère contre le monde, contre l'injustice. Mais il savait que ce n'était pas le moment. Alors il demanda simplement « Pourquoi me l'avoir dit ?» Elle baissa les yeux. « Parce que je sentais que vous alliez insister, et je préfère que vous sachiez, que vous compreniez. » Avant que ça n'aille trop loin, il fronça les sourcils. « Trop loin ?» Elle soupira. « Vous commencez à compter, et ça me fait peur, parce que tout ce qui compte finit par me briser. » Il posa sa main à plat sur la table entre eux, sans la toucher, juste comme un point d'ancrage. « Je ne suis pas là pour vous briser, je ne suis pas là pour réparer non plus, mais je suis là, si vous me laissez rester. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle leva la main et la posa à côté de la sienne. Pas sûr, pas contre, juste à côté. « Une seule condition, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Vous ne me demandez rien que je ne sois prête à donner. » Il comprit, et il accepta. D'un geste à peine perceptible, restèrent là en silence durant de longues minutes. Le monde autour continuait. Les lumières du hall s'éteignaient une à une. Les machines se mettaient en veille. Le vent dehors frappait doucement les vitres. Mais eux, dans ce petit espace neutre, avaient créé un territoire à part, un lieu fragile, un lieu vrai. Et dans ce territoire, une faille venait de s'ouvrir. Une faille qui n'était pas une blessure, mais une promesse. Celle qu'à travers les ombres du passé, il était peut-être encore possible de bâtir quelque chose qui ressemble à une rédemption. Non pas pour oublier, mais pour apprendre à vivre avec. Le vendredi suivant, à 8h45, du matin, Maxime entra dans la salle de réunion du 5e étage en consultant les derniers messages sur sa tablette. Une agitation inhabituelle régnait depuis l'aube dans les canaux internes de l'entreprise. Il y avait eu une fuite d'informations. Un rapport confidentiel sur les conditions de travail de certains sous-traitants, rédigé à des fins internes, avait été rendu public par un média spécialisé dans les enquêtes sociales. Le document évoquait des horaires excessifs, un manque de reconnaissance et des témoignages anonymes sur la sensation d'invisibilité ressentie par les agents de nettoyage, les équipes de maintenance et d'autres maillons discrets de la chaîne. Opérationnelle. Le choc fut immédiat. Dans les couloirs, on parlait à voix basse. Les visages étaient fermés. Les mails de la direction s'accumulaient, cherchant à rassurer, à encadrer les réactions, à limiter les dégâts. Claire Jaffré convoqua d'urgence les responsables de chaque département. Maxime, d'ordinaire maître de la stratégie de crise, resta silencieux pendant les premières minutes de la réunion. Il écoutait, il enregistrait. Mais une seule chose tournait dans son esprit. Camille. Il savait qu'elle n'avait rien divulgué. Il savait que ce n'était pas son style. Elle ne cherchait ni revanche, ni spectacle. Mais il savait aussi que ce qu'elle avait confié quelques jours plus résonnait cruellement avec les phrases désormais diffusées dans toute la presse. L'Atelier Nord, cette entreprise qu'il avait bâtie sur l'excellence, se voyait réduite à une machine froide, indifférente, et cela l'atteignait plus qu'il n'aurait cru possible. Quand la réunion se termina, il ne retourna pas dans son bureau. Il descendit directement au sous-sol, passa devant les locaux techniques et s'arrêta devant le petit vestiaire des équipes de nettoyage. Il frappa doucement, puis entra. Camille était là, seule, rangeant son matériel. Elle leva les yeux, surprise mais sans crainte. Elle avait lu les articles, elle savait ce que cela impliquait. « Vous êtes venu travailler aujourd'hui ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi je ne l'aurais pas fait ?» Il soupira, puis ferma la porte derrière lui.
parce que vous êtes au centre de ce que tout le monde essaie de fuir ce matin. Même si ce n'est pas votre voix qui parle, c'est votre silence qu'ils entendent. Elle s'approcha du chariot, réajusta un flacon. Ses gestes étaient plus tendus qu'à l'habitude. Ce que dit ce rapport, ce n'est pas faux. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une attaque contre vous. C'est un miroir que vous avez trop longtemps évité. Il s'assit sur le banc, posa les coudes sur ses genoux. Vous avez raison. Je n'ai jamais voulu voir. J'ai considéré certains rôles comme des fonctions, pas comme des vies. Et maintenant, c'est moi qu'on accuse d'avoir construit un système qui broie les invisibles. Ce n'est pas vous seul. C'est tout un monde qui fonctionne ainsi. Mais vous avez le pouvoir d'y changer quelque chose. C'est pour ça que ça vous retombe dessus plus fort. Il la regarda avec une intensité contenue. Elle avait raison. Et il savait que son devoir maintenant n'était pas de défendre l'image de son entreprise, mais de l'aligner enfin avec le valeur qu'il prétendait incarner. Aidez-moi, Camille, pas en parlant aux journalistes, pas en vous exposant, mais en me disant ce qu'il faut changer, pas sur un rapport, pas en chiffres, mais dans le concret. Elle le fixa un moment, surprise par la sincérité de sa demande. Puis elle s'assit à côté de lui. Il y eut un silence. Puis elle parla. Commencez par voir les gens, vraiment. Pas seulement ceux qui signent les contrats, mais ceux qui lavent les sols, qui rangent les dossiers oubliés, qui remplacent les ampoules sans qu'on le sache. Mettez leurs prénoms sur les badges. Créez un espace où leur parole compte, pas une fois par an, tous les jours. Et surtout, montrez l'exemple. Ne déléguez pas la reconnaissance, offrez-la vous-même. Il acquiesça, lentement. C'est ce que je vais faire. Ce que je dois faire. Ce jour-là, Maxime convoqua une nouvelle réunion. Mais cette fois, il demanda que soient présents non seulement les directeurs de service, mais aussi des représentants de chaque équipe dite non stratégique. Il parla sans lire de discours. Il s'excusa, publiquement. Il reconnut ses erreurs, sa cécité. Il promit des réformes. Et surtout, il demanda qu'on l'aide à reconstruire. Les réactions furent diverses. Certains crurent à une stratégie de communication. D'autres virent un homme au bord de l'effondrement. Mais pour ceux qui avaient déjà perçu le changement en lui ces dernières semaines, cette déclaration était la confirmation d'une mutation réelle. Camille n'assista pas à la réunion, mais elle la suivit à distance. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit entendue, même sans avoir parlé. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans la salle de pause, comme un rituel désormais silencieusement accepté. Il s'assit, elle s'assit. Aucun mot ne fut prononcé pendant plusieurs minutes, puis elle dit simplement « Vous avez tenu parole ». Il tourna la tête vers elle. « Grâce à vous ». Elle sourit, et ce sourire, cette fois, portait autre chose. Un accord, une complicité, un commencement. Ils savaient tous les deux que la crise n'était pas finie, que les semaines à venir seraient difficiles. Mais une chose avait changé, ils n'étaient plus seuls. Et ce lien, fragile, mais tenace, serait leur force silencieuse dans la tempête. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la fuite du rapport. 2 semaines de turbulences internes, d'articles dans la presse, de débats en ligne, de réunions d'urgence, de plans de communication révisés à la dernière minute. Mais aussi 2 semaines de changements réels et concrets. L'atelier. Nord avait instauré une commission de dialogue social permanente, ouverte à tous les niveaux hiérarchiques. Un espace avait été réservé aux collaborateurs dits silencieux, pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins, leurs idées, leurs attentes. Les badges avaient été reprogrammés pour afficher les prénoms des employés, et non plus leurs simples identifiants. Une série de portraits photographiques d'ex-membres du personnel de nuit avait été réalisée, accrochés dans le hall, accompagnés de phrases simples mais puissantes, choisies par eux-mêmes. Maxime avait tenu à ce que chaque décision soit actée non en son nom, mais au nom collectif de l'entreprise. C'est dans ce contexte que fut planifié un événement public de relance d'image, organisé avec prudence mais ambition. Une journée portes ouvertes, destinée à la presse, aux partenaires, aux investisseurs mais aussi aux familles des employés. Une manière de montrer que l'entreprise avait compris, qu'elle changeait, qu'elle ouvrait enfin ses murs. Maxime n'aimait pas ce genre d'événement, mais il comprenait son importance. Il se prépara donc avec rigueur, relut ses notes, ajusta son discours d'ouverture, valida les derniers éléments logistiques. La veille,
Il passa de bureau en bureau, serrant des mains, posant des questions, remerciant sincèrement. Sa présence ne suscitait plus la méfiance qu'elle avait longtemps imposée. Il n'était pas devenu chaleureux, mais il s'était humanisé, et cela suffisait. Le jour venu, dès 9 heures du matin, le hall se remplit peu à peu de visiteurs. Les stands étaient prêts. Les écrans affichaient des messages de bienvenue. Les équipes, réparties par pôle, guidèrent les invités, présentaient leur mission. À 11 heures précises, Maxime monta sur l'estrade dressée au centre de l'atrium. Il prit la parole, le micro en main, laisse-lumière braqué sur lui. Il parla de transformation, de responsabilité, de lucidité retrouvée. Il ne chercha pas à s'excuser de nouveau. Il préféra parler d'engagement futur, de modestie, de continuité. Puis, au moment de conclure, il s'interrompit. Son regard venait de se poser sur une silhouette inattendue, debout près d'une des colonnes du fond, discrète, presque invisible au milieu de la foule. Camille. Elle portait un manteau sobre, les cheveux détachés, le visage calme. Il ne sut pas tout. De suite, s'il rêvait, elle n'avait pas dit qu'elle viendrait. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour les événements publics. Et pourtant, elle était là. Il sentit un frisson le traverser. Il reprit la parole, mais ses mots, soudain, changèrent des tonalités. Il y a des rencontres qui ne s'annoncent pas. Elles arrivent sans prévenir comme une éclair dans le ciel clair. Elles bouleversent l'ordre établi, non par le bruit, mais par leur simple évidence. La salle se figea un instant. On comprit qu'il déviait de son discours prévu. Il poursuivit. Il m'a fallu des années pour comprendre que l'essentiel ne réside pas dans les grandes décisions, ni dans les innovations spectaculaires, mais dans la manière dont on considère celles et ceux qui, chaque jour, rendent possible l'ombre de nos succès. Il regarda Camille. Elle ne bougeait pas. Mais ses yeux ne fuyaient pas non plus. Si cette entreprise change aujourd'hui, ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à ceux qui m'ont ouvert les yeux, parfois sans dire un mot. À ceux qui ont choisi d'exister pleinement, malgré l'invisibilité imposée, et à ceux qui, par leur silence même, nous obligent à grandir. Il s'arrêta là. L'applaudissement fut d'abord timide, puis franc, puis long. Il descendit des scènes sans attendre les compliments. Il n'alla pas vers Camille tout de suite. Il savait qu'il devait lui laisser l'espace de partir si elle le souhaitait, mais elle ne partit pas. Une demi-heure plus tard, il la retrouva dans un couloir adjacent, vide. Elle observait une photographie affichée au mur, un portrait d'elle, de profil, balai à la main, capturé sans pause. Elle ne le regardait pas. Elle parlait à voix basse. « Je ne voulais pas venir, et puis j'ai pensé que peut-être j'avais le droit d'être là. » Il s'approcha doucement. « Tu as plus que le droit. Tu es à l'origine de tout cela. » Elle se tourna vers lui. Pour la première fois, il la tutoyait. Elle ne releva pas ce détail, mais elle s'en souviendrait. « Je voulais voir si tu tiendrais parole, si tu allais rester fidèle à ce que tu avais promis. Tu l'as fait, » il hocha la tête. « Grâce à toi. » Elle le regarda en silence, puis posa sa main sur la photo. « Je n'ai jamais aimé être prise en photo. Je sais, mais cette image, elle dit tout ce que tu es. Présente, forte, authentique. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Et maintenant, tu comptes faire quoi de tout ça ?» Il comprit que ce n'était pas une question sur la communication ou sur l'image de l'entreprise. C'était une question intime. Il répondit sans détour. « Je vais continuer à voir, à écouter, à rester digne de ce que tu m'as appris. » Elle hocha la tête. « Alors je viendrai encore. » De temps en temps, il sourit, sincèrement. « Viens autant que tu veux. Ici, désormais, tu es chez toi. » Ils restèrent là quelques minutes encore, loin de l'agitation de la salle principale. Deux et presque rien n'avait destiné à se rencontrer, mais que la vérité d'un regard, d'un silence, avait lié de manière indélébile. Et dans ce calme inattendu, un avenir nouveau s'ouvrait. Encore incertain, mais profondément vrai. Quelques jours après l'événement public, alors que l'effervescence retombait doucement dans les bureaux de l'atelier Nord, Maxime se retrouva seul dans son bureau, face à un écran allumé, mais sans utilité immédiate. Les chiffres défilaient, les courbes montaient, les prévisions semblaient encourageantes, mais rien de tout cela ne le retenait plus comme avant. Ce n'était pas l'usure ni une perte de passion. C'était une redistribution interne des priorités, une transformation lente mais irréversible de sa manière de vivre.
Et à la source de cette réorganisation intime, il y avait Camille. Il pensait à elle de façon régulière, mais jamais obsédante. Il ne cherchait plus à la croiser dans les couloirs. Il ne l'attendait pas dans les étages. Ce qu'il ressentait maintenant était plus dense, plus posé. Il voulait la connaître. Davantage, mais sans la brusquer. Il voulait construire quelque chose, mais sans nommer ce quelque chose à l'avance. Et pour cela, il lui fallait franchir un nouveau pas, sortir du cadre sécurisant de l'entreprise, inviter Camille à le rencontrer ailleurs, sur un terrain neutre, un lieu sans badge, sans hiérarchie. Il mit plusieurs heures à rédiger un message simple, une invitation à dîner, sans obligation, sans attente déguisée. Il choisit de ne pas l'envoyer par mail, ni par messagerie interne. Il imprima, le glissa dans une enveloppe et attendit de pouvoir la déposer lui-même dans le casier que Camille utilisait à l'entrée du vestiaire. Le billet disait « Si tu acceptes, j'aimerais t'inviter à dîner. Un lieu calme, pas de public, pas de protocole, juste une conversation ailleurs. Tu choisis le jour, je choisis le lieu. Si tu préfères refuser, je comprendrai. Maxime. » Il ne signa pas de manière formelle. Il n'y avait pas besoin. Quelques heures plus tard, il passa devant le vestiaire. L'enveloppe n'y était plus, et Camille non plus. Ce n'est que le lendemain soir qu'il reçut une réponse. Un post-it glissé sous la porte de son bureau. Il le reconnut immédiatement. L'écriture était droite, un peu serrée. Ce vendredi, après 20 heures. Tu choisis l'endroit, je viendrai. C. Il sentit une chaleur calme l'envahir. Ce n'était pas de l'euphorie, pas une victoire, juste une confirmation. Quelque chose s'ouvrait. Le vendredi arriva. Maxime quitta son bureau un peu avant 19 heures, chose rare. Il avait réservé une table dans un petit restaurant discret, niché dans une ruelle de la Croix-Rousse, loin du centre, loin des regards, loin du monde professionnel. L'endroit était simple, chaleureux, décoré de livres anciens et de plantes suspendues. Il n'avait pas choisi un lieu chic. Il avait choisi un lieu vrai. Camille arriva à 20h10. Elle portait un manteau beige, un foulard noué autour, du cou et ses cheveux étaient lâchés. Elle ne portait pas de maquillage. Elle entra sans hésitation, le repéra tout de suite et s'approcha. « Bonsoir. » Il se leva. Il ne la détailla pas. Il ne la commenta pas. Il lui répondit simplement « Merci d'être venu. » Elle s'assit. Ils commandèrent du vin puis laissèrent le silence s'installer. Mais ce silence-là n'était pas pesant. Il avait la densité de ceux qui précèdent une vraie parole. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle en regardant les étagères de livres. « Parce que c'est un lieu qui n'attire pas l'attention, et parce qu'on y entend les voix. » Elle hocha la tête. « C'est un bon choix. » Le repas se déroula lentement. Ils ne parlèrent pas du travail, ni de la crise, ni de l'entreprise. Ils parlèrent de lecture, de musique, d'enfance. Camille raconta des souvenirs de la maison de sa grand-mère, des étés dans le sud, du goût des figues fraîches au petit matin. Maxime évoqua ses années d'internat, la solitude bruyante des grands dortoirs, son obsession de comprendre les règles pour mieux s'y fondre. Ils ne se coupèrent jamais. Ils écoutaient avec attention. Chaque mot trouvé semblait précieux, chaque silence accepté. À un moment, Camille demanda « Tu n'as jamais eu envie de tout lâcher ?» Il répondit sans détour « Si, souvent, mais je n'ai jamais su ce que je pouvais être sans les responsabilités. Moi, j'ai tout lâché, et je me suis perdu. Alors je suis revenu au minimum, et c'est dans ce minimum que j'ai appris à tenir debout. » Ils trinquèrent à cette idée, à la capacité de se redresser, à la dignité de l'ombre. Le repas se termina sans promesse. Ils sortirent du restaurant côte à côte. La nuit était froide, mais claire. Ils descendirent à pied vers les quais du Rhône, parlant peu, marchant lentement. Au moment de se séparer, Camille s'arrêta. Elle regarda Maxime longtemps, puis elle dit « Je ne sais pas où ça va. Je ne promets rien. Mais ce soir, je ne regrette pas. » Il répondit, la voix calme. « Moi non plus. » Ils se saluèrent sans geste inutile. Pas de baiser, pas d'étreinte, mais un regard long, profond, plein de cette vérité que seuls les êtres blessés savent offrir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Camille sentit pour la première fois depuis des années quelque chose se réchauffer en elle. Ce n'était pas de l'amour, pas encore,
C'était l'idée que peut-être, un jour, elle pourrait à nouveau s'autoriser à vivre sans peur de tout perdre. Et Maxime, chez lui, relut mentalement leurs échanges, non pour les analyser, mais pour les garder en mémoire. Il ne savait pas ce que le lendemain réserverait. Mais pour une fois, cela ne l'angoissait pas, parce qu'il avait vu, entendu, partagé, et que cela suffisait. L'hiver s'installait pleinement sur Lyon. Le ciel semblait plus bas, les jours plus courts, et l'air chaque matin portait cette fraîcheur tranchante qui annonce les fins. À l'atelier nord, malgré le froid extérieur, l'ambiance avait retrouvé une stabilité inattendue. Les tensions liées à la crise avaient été apaisées, non par l'oubli, mais par le travail réel de réparation entamé à tous les niveaux. Les employés parlaient avec plus de liberté. Les décisions stratégiques intégraient désormais des voix plus diverses et un vent de transformation lente mais sincère soufflait dans les couloirs. Maxime, lui, avait changé. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Il restait exigeant, rigoureux, souvent distant. Mais dans son regard, dans la manière dont il saluait, dont il écoutait, dont il répondait aux questions les plus simples, il y avait désormais autre chose. Une attention, une présence. Il n'avait pas perdu le contrôle. Il avait gagné en conscience. Et tous ceux qui le côtoyaient régulièrement le remarquaient, sans toujours comprendre l'origine de cette métamorphose. Camille, elle, continuait ses tournées, avec la même régularité, le même silence. Mais depuis ce dîner hors du cadre, quelque chose s'était modifié dans sa façon d'être là. Elle se sentait moins spectatrice, moins effacée, non pas parce que les autres la regardèrent plus, mais parce qu'elle-même, à présent, acceptait d'être vue. Le poids de son passé ne l'écrasait plus. Il restait là, bien sûr, immobile en elle, mais il n'était plus un obstacle. Juste une mémoire, une profondeur, une vérité qu'elle n'avait plus besoin de cacher. Un soir, alors que Maxime travaillait seul dans la salle de conférence du 2e étage, elle entra, balai à la main. Ils se saluèrent, échangèrent un regard, puis elle dit « J'ai quelque chose à te dire ». Il posa son stylo, la fixa. « Je vais partir ». Le silence fut immédiat, lourd. Il ne comprit pas tout de suite. « Partir !» De l'entreprise, elle acquiesça. « J'ai trouvé un poste dans une école comme assistante administrative. Pas très loin d'ici, ce n'est pas grand-chose, mais c'est 2 jours. Et c'est un autre rythme. » Il resta muet un instant, cherchant à contenir l'émotion qui montait. « Est-ce que c'est à cause de moi, de ce qu'il y a eu entre nous ?» Elle sourit doucement. « Non, c'est à cause de moi, de ce que je suis devenu, ce que tu m'as aidé à redevenir. Je ne pars pas pour fuir, je pars parce que j'en suis capable à nouveau. » Il comprit alors. Et bien que chaque mot prononcé l'éloignait d'elle, il ne pouvait qu'elle approuver. Il hocha lentement la tête. « Quand ? Dans 2 semaines. Tu vas me manquer. » Elle s'approcha, s'assit en face de lui. « Toi aussi. Mais ce n'est pas une fin, c'est une distance, une ouverture. » Il se pencha vers elle, la voix un peu plus basse. « J'aurais aimé. Moi aussi. Mais parfois aimer quelqu'un, c'est ne pas te retenir. » Ils restèrent encore un moment là, sans parler. Puis elle se leva, reprit son balai. « Tu me promets une chose ?» demanda-t-elle avant de sortir. « Ce que tu veux, continue. Pas pour moi, pas pour les autres. Pour toi. Pour ne pas redevenir celui que tu étais. » Il ferma les yeux un instant. « Je te le promets. » Elle s'éloigna sans se retourner. Ce fut leur dernière conversation. 2 semaines plus tard, Maxime reçut un mot manuscrit sur son bureau. Aucun nom, aucun mot de trop. Juste une phrase. « Je ne t'oublie pas. » Il garda ce papier dans son tiroir, pas dans une enveloppe, pas caché. Juste là à portée de main. Non pas pour s'y accrocher, mais pour se souvenir. Dans les mois qui suivirent, l'Atelier Nord poursuivit sa transformation. De nouveaux projets viraient le jour. De nouvelles voix s'élevèrent. Maxime devint un dirigeant plus complet, moins fermé, plus humain. Et dans ces silences, parfois, il revoyait Camille, marchant dans les couloirs, un seau à la main effaçant les traces sans bruit, non pas comme une absence, mais comme une présence durable, apaisante, gravée. Elle était partie, mais elle avait laissé une empreinte que rien n'effacerait. Pas un fantôme, pas une nostalgie, une ligne dans le cœur, claire, droite, indélébile. Et grâce à elle, il avait compris que voir vraiment quelqu'un pouvait suffire à tout transformer, sans bruit, sans promesse, mais pour toujours.